Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter de la livraison des Storm Shadow. Salut, qui font d'excellents systèmes, c'est franco-britannique, italien, mais qu'est-ce que c'est d'un point de vue purement technique, la fiche technique, ce Storm Shadow? 1 tonne 3, on est donc sur du très gros missile pour de l'occidental, 5,1 mètres de long, 2,85 m de large quand il sort ses petites ailes qui lui donnent de la portance, un missile, et j'insiste, subsonique, Mach 0,8, mais qui a pour vocation à voler très bas, aux alentours des 30 mètres, 100 pieds, au-dessus du sol, sur des portées assez longues, 560 km. En export, ça serait limité à 300 km. Et surtout, une capacité, une résilience de navigation, une précision de navigation qui fait tout le succès de cet armement. Il va pouvoir naviguer grâce à l'inertiel, grâce à d'excellentes centrales à inertie, des petites gyros laser, tout ça à l'intérieur qui vont pouvoir lui dire en permanence où il se trouve s'il a bien connu sa position de départ. Ensuite, il va également pouvoir utiliser un petit radar topographique pour essayer, grâce à un fichier terrain, de reconnaître la zone où il est. Et ensuite également de l'infrarouge, mais également du GPS. Alors, les différents types de GPS. Vous avez le GPS civil classique que vous utilisez peut-être avec votre montre, mais vous avez le GPS à précision militaire qui nécessite d'avoir des clés GPS qui vous sont fournies par les Américains et qui vous permet d'avoir un GPS extrêmement précis, beaucoup plus, on va dire, résistant également au brouillage, mais surtout précision métrique tout simplement, et même un nouveau système, l'Automatic Target Recognition, où votre système connaît à quoi doit ressembler la cible, ouvre un petit peu ses yeux et arrive à s'orienter. Donc des systèmes qui vont réussir à pénétrer en territoire ennemi dans la profondeur en étant bas, ce qui va les rendre difficilement interceptables. Pourquoi? Parce que si vous êtes très bas, c'est comme un hélicoptère. Eh bien, il va falloir vraiment passer à côté d'un système solaire pour que ce dernier puisse vous traiter, et plutôt un système solaire, on va dire, de moyenne portée. Donc si en amont, vous avez le renseignement nécessaire pour savoir où se trouvent ces systèmes solaires, vous allez programmer une navigation qui les évite, tout simplement. Donc la spécificité du Storm Shadow, c'est quand même sa charge militaire. On est sur 1 tonne 3 en tout de masse avec son réacteur et tout, mais nous sommes sur une charge militaire de 450 kg qui est dit Broach, B-R-O-A-C-H. Pourquoi? Bomb Royal Ordnance Augmenting Charge. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait vous avez deux charges militaires pour le prix d'une. Vous avez une première charge qui a pour vocation à pénétrer au travers de blindage, au travers d'un bâtiment. Et une fois que votre missile a réussi à rentrer à l'intérieur du bâtiment, vous avez la deuxième charge qu'on appelle la follow-through bomb qui la détonne, et cela augmente énormément, parce que de manière exponentielle, l'efficacité militaire de votre charge. Donc il ne faut pas confondre une charge militaire de 450 kg qui vient exploser contre un mur et une charge militaire de 450 kg qui vient utiliser une partie pour pénétrer à l'intérieur du bâtiment et ensuite exploser. Le meilleur exemple que je puisse utiliser pour que vous compreniez bien ce concept, eh bien, je le pique à Armageddon. Armageddon, vous vous rappelez le pitch, il faut emmener des foreurs sur un astéroïde pour qu'ils puissent faire un trou et y mettre des bombes nucléaires. Et qu'est-ce qu'ils expliquent lors de la grande réunion avec tous les chefs? Ils expliquent qu'en fait, si vous prenez un pétard et que vous faites exploser le pétard à la surface de l'astéroïde, ça vous fait un peu mal à la main. Maintenant, si vous prenez ce pétard, que vous le mettez à l'intérieur de votre main et qu'il explose à ce moment-là, et je cite de mémoire, mais c'est votre femme qui vous servira du ketchup jusqu'à la fin de vos jours. C'est ça le concept du Storm Shadow, le concept du Broach, c'est faire pénétrer le pétard à l'intérieur du bâtiment que vous voulez détruire pour décupler l'effet militaire. Et c'est donc avec une précision métrique que cela fonctionne. D'un point de vue macro, d'un point de vue stratégique, vous allez viser des dépôts de munitions, vous allez viser des centres de contrôle et de commandement, vous allez pouvoir viser, alors j'ai envie de vous dire beaucoup moins tout ce qui est carburant, puisque par définition le carburant c'est assez facile à faire exploser, donc vous envoyez des petits drones, ça marche très bien, mais là c'est plus contre des zones militairement défendues ou hors de portée, ou alors quand même un petit peu bunkerisées. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Storm Shadow? Eh bien, il a connu la guerre. Il a connu la guerre, il faut être franc. Donc ça a commencé en 2011 avec Harmattan, le 23 mars 2011. En tout, il y a 15 scalps qui ont été tirés pendant Harmattan. Donc Rafale et 2000D, en France, 2000D et Rafale peuvent les tirer. Rafale Air, 2 scalps. Rafale Marine, un seul scalp.
Comme ça, en cas d'appontage, de soucis, on peut revenir avec, mais avec 2, ça serait compliqué. Le 2000D peut prendre un scalp également. Il y a eu un raid, là vous voyez les images, contre la base militaire de Al-Joufra. Et vous voyez les dégâts que peuvent faire seulement 7 scalps sur cette base-là. Vous voyez bien qu'il n'y a plus personne qui peut faire son footing après ça. Ça a été très efficace. Pour noter, hein, cette première frappe du Rafale et 2000D intervient 10 ans avant la première utilisation du Typhoon. C'est 2021 que les Typhoons ont tiré de Storm Shadow. En 2016, la marine et l'armée de l'air a réutilisé du scalp, ce coup-ci contre l'État islamique. C'est là où voilà, j'ai eu un petit peu d'expérience avec. Et il y en a un qui n'a pas explosé. On voit là les images, qui est venu s'écraser dans un champ à côté, qui a pu être récupéré. Les photos ont fini sur Twitter. L'État islamique a dit qu'ils avaient abattu le scalp. Ce n'est pas le cas. En fait, il y a eu un souci, une défaillance technique sur ce scalp tiré par l'armée de l'air. Je ne donnerai pas de nom, mais vous le connaissez peut-être. C'est pas moi, mais j'étais marrant. Et j'étais pas tireur scalp. Donc, toujours est-il, le missile n'a pas explosé, ce qui nous permet juste quand même de nous recadrer un petit peu les gyroscopes sur le fait que, quel que soit le prix de la munition, quelle que soit la technologie de la munition, eh bien, il peut y avoir des soucis. Et souvent, plus c'est compliqué, plus ça peut bugger. Donc là, en 2011, on a quand même 90% qui sont allés au but, hein, mais il y a 10% qui n'ont pas fonctionné. Il faudrait prendre du recul hein, sur tous ces armements. Rien ne marche à 100%. Si quelqu'un vous dit que son armement marche à 100%, eh ben, je vous renvoie vers Mike Tyson. Hein. Tout le monde a un plan jusqu'au moment où il se prend un coup de poing dans la figure. C'est exactement ça. La réalité du combat, quand on a fait la guerre, on sait par expérience eh bien que tout ne marche jamais à 100%. Toujours est-il, en 2018, opération Hamilton, et là ce sont 11 missiles tirés contre des sites de production chimique qui appartenaient donc à la Syrie, Bachar al-Assad, qui accessoirement est toujours en poste. Et derrière, eh bien, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a cette livraison et apparemment des premières frappes qui auraient eu lieu par les Ukrainiens. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les spécificités de cet armement? Le premier point à bien comprendre, c'est que c'est un armement qui se doit d'être préparé en amont. On a même une qualification de préparateur scalp, c'est-à-dire que ça vous prend plusieurs semaines de formation pour savoir programmer, grâce à des outils informatiques, le parcours du scalp, par où le faire passer pour atteindre l'effet final militaire recherché. Donc là, c'est très très important de comprendre qu'il va falloir un temps entre le moment où vous sélectionnez la cible, le moment où vous préparez la mission, le moment où vous faites l'étude de targeting, de weaponry, d'effets militaires, comment est-ce qu'on fait les réglages, comment est-ce que vous allez décider d'amener la munition jusqu'à la cible. Donc il y a un délai. On ne fait pas ça donc du matin pour l'après-midi. Ça prend du temps à préparer. Donc ces armements sont vraiment des armements plutôt à vocation stratégique. Ensuite, une fois que vous avez tout programmé, il faut tout mettre dans la machine et ensuite vous allez partir en vol. Il faut un vecteur aérien pour mettre en œuvre cet armement. Comme je vous l'ai dit, Typhoon maintenant, 2000D, Rafale, il y a plein d'autres avions tireurs, mais ce qui est sûr, c'est que MiG-29, ça ne va pas fonctionner, parce que généralement, c'est un avion qui emporte jusqu'à 600 kg grand maximum, hein, mais au niveau des points d'emport, tout ça, ça risque de poser des soucis. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça risque d'être très compliqué. Sukhoi 25, pareil, c'est un petit chasseur, ça va être difficile pour lui de l'embarquer. On est plutôt sur du Sukhoi 27 ou du Sukhoi 24 qui prennent déjà de l'armement russe hein, qui fait jusqu'à 1,5 tonne, donc d'un point de vue accroche, tout ça, ça devrait poser moins de soucis. Maintenant, quand on tire ces petits missiles là qui font quand même plusieurs millions de dollars pièce, il y a un souci. Et le souci, c'est que c'est pas juste on appuie dessus et il part, il fait sa vie. Le souci, c'est qu'il y a un domaine de tir, il y a un domaine d'allumage, et il y a une procédure assez complexe à faire en cabine. Il y a une communication entre ce qu'on appelle le vecteur, le porteur et le missile. Donc il faut que ce dernier sache exactement sa vitesse, son altitude, qu'on tire pile poil dans le bon domaine de vol, à une certaine vitesse, et surtout, spécificité du scalp, et encore une fois c'est de la source ouverte, sinon je ne vous le dirai pas, eh bien il faut démarrer le réacteur du scalp avant de le tirer. Ça nécessite donc de pouvoir, depuis sa cabine, démarrer le réacteur du scalp. À partir de là, vous vous doutez bien que d'un point de vue liaison machine-missile, c'est compliqué. Que d'un point de vue intégration d'un missile aussi gros, 1,3 tonne sur un aéronef, ça pose des soucis. Ce qu'on appelle l'ouverture des points d'emport, l'écoulement de l'air,
la séparation entre le vecteur et le missile. Au moment où vous tirez le missile, il va descendre, il va se séparer. Il faut tout de suite partir, il faut éviter de se percuter. Il n'y a rien de plus dangereux. Il y a eu des accidents, par exemple, d'essais en vol, où vous avez un avion de chasse qui largue un bidon, et le bidon, eh bien, il vient percuter l'avion. Ça peut être très dangereux, il faut faire très attention. Donc on n'ouvre pas un domaine de vol comme ça, en disant tiens, on va le faire. Donc c'est des études, ce n'est pas simple. Donc ça va demander beaucoup de préparation en amont, qui a peut-être déjà eu lieu, pour réussir à l'intégrer sur un aéronef, un vecteur porteur. Et ensuite, à chaque fois, une fois que ça fonctionne, vous aurez quelques machines qui peuvent les tirer. Il faudra les tuner, si je puis dire. Ces machines-là seront donc très précieuses et très rares. Et ça limitera également votre capacité à faire un gros raid avec beaucoup de missiles d'un coup, puisqu'il faudra des machines adaptées, des vecteurs adaptés. Donc ça, c'est pour les parties un peu contraintes. Maintenant, les missiles, d'où est-ce qu'ils viennent? Il y a quand même plus de 3000 missiles qui ont été fabriqués. Il y en a plus de 800 en source ouverte qui ont été fournis aux Anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2030, normalement, ils les retirent du service. Ils ont connu une modification à mi-vie. Mais si c'est comme en France, eh bien, vos missiles, que ce soit des missiles air-air, des missiles air-sol, ils ont une date de péremption. Et généralement, au combat, eh bien, on se rend compte qu'on se retrouve avec des stocks de missiles à tirer qui approchent de leur date de péremption. Donc il n'est pas impossible, peut-être que les Britanniques leur aient fourni des missiles qui arrivent proches de la limite de péremption. Pourquoi? Parce que si vous devez les démilitariser, ça vous coûte de l'énergie, ça vous coûte de l'argent tout simplement. Et traditionnellement, on aime bien tirer les stocks de munitions ou donner les stocks de munitions à tirer qui arrivent proches de cette date limite. Voilà, c'est un peu comme dans les supermarchés, j'ai envie de dire, on va vous mettre les yaourts avec la date de péremption la plus proche devant. Maintenant, à quoi peuvent servir ces missiles? Comme on l'a dit, on va taper plus en profondeur, on va pouvoir aller plus loin, c'est quelque chose qui est réclamé par les Ukrainiens depuis longtemps. La cible à laquelle tout le monde pense, c'est forcément le fameux pont de Crimée. On en a beaucoup entendu parler, mais je ne suis pas sûr qu'on vous ait vraiment expliqué ce qu'est le pont de Crimée. On va faire un petit détour. Le pont de Crimée, c'est le plus long pont d'Europe. Il fait 16,9 km pour la partie routière, 18,1 km pour la partie ferroviaire. Au plus haut, il fait 80 mètres, mais le tablier au plus haut est à 35 mètres. Il a été fabriqué en 2018, et ce n'est pas les premières fois en fait qu'il y a un pont qui vient rallier la Crimée à la Russie, le fameux pont du détroit de Kerch. Les Allemands, Hitler en 1943 voulait le faire, a même commencé la construction. Un tiers a été fait, et à cause des bombardements et de la guerre, ça a été abandonné. Derrière, les Soviétiques ont repris la construction. En 1944, ils ont réussi à finir le pont, mais il a été détruit par la glace derrière parce qu'il l'avait mal fait. Toujours est-il, c'est ce pont-là dont vous avez entendu parler le 8 octobre dernier à cause d'une explosion. Il y a eu une attaque, il est toujours entier. Et ça serait, d'un point de vue stratégique, logique pour les Ukrainiens de vouloir utiliser les capacités du Storm Shadow avec cette munition, cette charge militaire si particulière, pour essayer de faire des dégâts sur le pont. La problématique dans ce cas-là pour les Ukrainiens, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit juste avant, c'est les contraintes de mise en œuvre de l'armement, c'est savoir que taper un pont, ce n'est pas facile, surtout un pont aussi gros, hein, il y a plusieurs lignes et tout, donc il va falloir tirer plusieurs missiles d'un coup, et donc avoir assez de vecteurs, assez d'avions, tireurs, pour pouvoir faire un raid massif qui en une fois va atteindre l'état final recherché, à savoir détruire le pont, le casser à un endroit, et pourquoi pas après refaire une deuxième attaque. Donc si j'étais ukrainien, je pense que je travaillerais sur réussir à mettre en place peut-être 4 ou 5 aéronefs, aptes à prendre 2 missiles chacun, pour pouvoir faire un vol avec une dizaine de missiles, en espérant que j'en ai au moins 3-4 qui fassent but, ce qui me permette d'atteindre l'objectif, et tout ça concentré sur un seul endroit. Maintenant, d'autres utilisations pour des tirs dans la profondeur, oui. Ça nous amène forcément à la problématique qui est largement débattue dans les médias, qui est où est-ce qu'ils peuvent tirer. À l'heure actuelle, ma compréhension des déclarations anglaises, c'est que leur objectif est d'aider à la protection de l'Ukraine, initialement de fournir des armes défensives. On voit qu'il y a des discussions autour de ça en ce moment. Forcément, ça rouvre les débats avec des armes qui ont cette capacité offensive. Et ce n'est pas du tout le but de cette chaîne que de rentrer dans ce débat-là. L'objectif était juste de vous aider avec cette vidéo à bien comprendre les problématiques liées à l'utilisation du Storm Shadow. Et vous l'aurez compris, c'est mettre en place un vecteur qui puisse l'accueillir. C'est l'avoir en nombre suffisant pour pouvoir avoir un effet militaire impactant si ils veulent l'utiliser, par exemple pour couper le pont de Crimée, parce que si vous attaquez tous les 2 jours, il y a un moment, l'adversaire il se prépare, il installe plein de matériel, c'est beaucoup plus facile à défendre. Mais j'insiste sur un point, 18 km de pont, c'est très long, et à défendre contre des Storm Shadow,
c'est vraiment pas facile parce que ça veut dire qu'il faut régulièrement avoir du système pour pouvoir vous protéger. Comme je vous l'ai dit, ça arrive très bas, assez rapide quand même. Donc si ça ne passe pas très proche de vos systèmes solaires, il y a de grandes chances qu'il arrive à faire but. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions sur le Storm Shadow. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Je vous ferai un plaisir sur Instagram peut-être de faire une petite vidéo rapide pour répondre à vos questions. Allez, salut.